Salut, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour un avis lecture et donc aujourd'hui je vais vous parler de toutes ces lectures que j'ai pu faire au mois d'avril. Il y a donc 8 livres, des romans en audio, des romans que j'ai pu lire en version papier, mais également des romans graphiques, des sagas, des suites de sagas, des one-shots, du thriller, du fantasy, du science-fiction. On a un peu de tout ce mois-ci et donc on va tout de suite commencer parce que 8 livres, sinon ça va être un peu long à tout vous présenter. Et nous allons commencer avec le seul livre que je n'ai pas du tout en ma possession pour vous le montrer. C'est un livre que j'ai pu lire en version audio parce qu'il était dans l'abonnement Audible, donc je n'ai rien payé en plus de mon abonnement pour pouvoir le découvrir. Il s'agit de La promesse de l'océan. C'est écrit par Françoise Bourdin et c'est publié aux éditions Belfond. Et ici on y suit tout simplement Maë qui est une gérante de bateau de pêche au bord de la mer. On y suit tout simplement son histoire et son quotidien avec son père qui n'est plus en capacité d'exercer, donc c'est elle un peu qui prend la suite. Donc on y suit sa situation avec son père qui se fait de plus en plus vieillissant. On y suit également son équipage, enfin ses collègues qui parfois il y a ambiguïté, parfois il y a des petits soucis qui se glissent par-ci par-là. Enfin vraiment on y suit son quotidien, que ce soit avec sa meilleure amie, avec ses nouvelles rencontres, avec son dentiste qui est complètement loufoque. Mais c'est un roman que je peux qualifier de feel good, que j'ai bien aimé et vraiment ça va être très rapide pour mon avis. Mais pour moi c'est de ces livres qui vous embarquent dans leur histoire, qui ne va pas non plus me marquer pendant des années et des années, mais j'ai passé un bon moment avec les personnages, c'est-à-dire que j'ai apprécié Maë, j'ai apprécié son amie, j'ai apprécié les rencontres. J'ai trouvé ça assez simple dans le sens où voilà, ça se déroule sans trop de complications. On a des choses qu'on voit venir, des histoires, des relations que l'on voit venir, mais en même temps que l'on attend et que l'on espère parce que c'est dans la suite logique du roman. À travers de sa situation se mêlent diverses affaires, diverses situations qui s'entrecroisent et s'entremêlent les unes les autres. Donc franchement c'est un livre qui pour moi se lit, que ce soit en période où on n'a pas forcément besoin d'une grande concentration. Moi je l'ai lu en faisant des travaux, mais c'est une bonne lecture que je ne retiendrai pas dans le temps, mais ça reste une lecture feel good que je peux vous conseiller si jamais vous voulez découvrir Françoise Bourdin ou si jamais vous la connaissez, que vous l'appréciez. Mais ça peut être une lecture assez sympa à faire sans prise de tête. Maintenant je vais vous parler d'un tome 4 qui conclut une saga que j'attendais depuis un petit moment. Il s'agit donc du tome 4 de Mémoire de la forêt. C'est la saison des adieux. C'est écrit par Michael Brun-Arnaud et publié aux éditions L'École des loisirs dans la catégorie ou dans la collection 9. Et ici, alors que vous dire de plus à part que dans cette saga en globalité, nous y suivons les histoires d'Archibald de Renard, le libraire donc de la ville de Belle-Écorce. On y suit au travers du tome 1, 2, 3 et 4 à chaque fois des situations, des temporalités, des événements différents et des petits voyages également différents, que ce soit des voyages psychologiques, des voyages initiatiques, des voyages des voyages où les personnages se déplacent. C'est toujours très doux, très intéressant, mais je dois avouer que ce tome 4 ne m'a pas autant convaincu que les 3 premiers. Le tome 3 restera à tout jamais mon tome préféré qui m'a bouleversée, qui a su m'émouvoir au plus haut point et qui a su m'embarquer du début à la fin. Mais c'est vrai qu'ici, j'ai beaucoup aimé retrouver les personnages, mais en même temps, je n'ai eu que très peu d'attache avec eux parce que on a pour la plupart du temps des 20 ans avant, 3 ans avant, et on repasse comme ça, sans transition, au temps actuel, tout simplement en nous remettant le personnage, enfin le prénom du personnage que l'on suit au temps du livre, et après on repasse à 20 ans avant. Et du coup le chapitre commence comme ça et d'un coup paf on a le prénom et donc on doit se dire avec le prénom ah ça y est on est repassé à l'époque on va dire actuelle. Et du coup il y a eu pour moi beaucoup de changements de temporalité, quasiment trop et sans transition, c'est surtout ça moi qui m'a perdu. Mais le fait aussi justement c'est que tout ce croisement de temporalité fait qu'on rebrasse un petit peu tous les personnages de la saga. Alors j'ai trouvé ça bien parce que ça permet un petit peu de... Je pense que l'auteur a voulu un peu, la saison des adieux, faire ses adieux aux personnages et donc qu'on les revoit un petit peu tous une dernière fois. Mais en même temps, du coup, ça faisait trop de personnages. Et moi, parfois, j'étais en train de me dire Ferdinand, c'est qui? Ah oui, Ferdinand Taupe. Et en fait, je devais tout le temps refaire des parallèles avec... Enfin, associer le nom à l'espèce de l'animal pour me redire ah oui, c'est tel personnage. Et parfois j'ai trouvé qu'il y avait un petit peu trop de personnages justement qui avaient été brassés dans le sens où j'ai pas trouvé l'utilité de revoir tous les personnages de la saga. Après ce n'est que mon avis. J'ai bien aimé quand même l'adieu qui est fait à un personnage, mais je vous avoue que le fait qu'il y ait énormément de personnages qui soient de retour dans ce tome là, ça fait que j'ai du coup moins apprécié, enfin j'ai moins accroché avec les personnages que l'on suit au début, et parce qu'il y a quand même 2 voire 3 personnages centraux, et du coup ceux-là je les ai un petit peu occultés, je me suis pas attachée à eux parce que tout autour il y avait beaucoup de personnages
et donc j'ai pas réussi à vraiment avoir mon attention sur ces 3 protagonistes de l'histoire. Je pense que c'est ça qui a fait que j'ai pris un peu de distance avec cette histoire et ces personnages et qui a fait que je me suis moins attachée peut-être qu'avec les autres tomes. Ce qui est très bien, c'est qu'on aborde encore une fois ici plein de différentes thématiques, c'est-à-dire le deuil, le pardon, l'acceptation, la famille et les liens sous toutes leurs formes, mais également le fait du mensonge et de son impact, ou justement de dire la vérité à quelles conséquences. Enfin, j'ai bien aimé encore une fois toutes les thématiques qui étaient abordées, mais je pense que juste j'ai eu un petit souci où j'ai pas réussi à m'attacher et à vraiment être embarquée comme les autres tomes parce que je n'ai pas été autant attachée par les personnages que les précédents tomes. En tout cas ici aussi on a encore de superbes illustrations par Sanoé. Là on a un arbre, c'est trop beau. Et on en a un petit peu partout, des illustrations, même dans les coins des pages. On a des petites allusions, des petits clins d'œil au tome précédent. Et franchement, c'est vraiment une saga qui, pour moi, dans son ensemble... Je vous montre une dernière. Je trouve que dans l'ensemble, c'est quand même une saga que je ne peux que vous recommander parce que le tome 4, c'est vrai que c'est le tome que j'ai le moins préféré. Mais les 3 premiers tomes, pour moi, vont crescendo. Le tome 3 est encore une fois, comme je vous l'ai dit, mon tome préféré. Et je ne pourrais que vous recommander cette saga parce qu'elle aborde énormément de thématiques et pour moi, c'est une saga qu'on peut lire avec des enfants. Et c'est ça qui fait que, justement, c'est ça un peu son petit côté unique à cette saga. Ça parle de sujets forts et parfois de sujets douloureux, mais qui peut être lu par des adultes, mais également par des enfants, voire lu par des adultes pour des enfants, donc avec tout le côté explicatif qui s'accompagne. Je peux que vous la recommander parce que dans son ensemble, c'est une saga qui est sublime. Je vais vous parler du prochain livre que j'ai pu lire. Il s'agit d'un thriller, c'est Ils sont chez nous de Lisa J. Wells. Et pour tout résumer, c'est une maison de cadavres. Non, une maison de famille, 3 cadavres. Je l'ai lu parce que j'avais un petit peu envie de nouveautés dans mes genres littéraires, j'avais envie de changement et je commençais un petit peu à entrer dans une panne de lecture. Donc je me suis dit, lis quelque chose que tu n'as pas l'habitude de lire. S'il y a un point négatif que je peux en dire, c'est que les prénoms qui se ressemblent, Birdie, Lucie, Libby, Clémency, enfin, à un moment, moi j'étais là, mais il y a plein d'autres prénoms, pourquoi il faut tous qui riment et qui se ressemblent tous? Donc j'ai eu un petit peu de difficulté par rapport à ça pour différencier les personnages. Mais sinon, ça a été quand même une super lecture, c'est-à-dire qu'on y suit 3 situations qui se déroulent au travers de 2 temporalités différentes. Forcément une qui se passe dans le passé où tout se passe et les 2 autres temporalités où l'on suit 2 situations différentes qui forcément vont se recroiser, vous vous en doutez bien, qui justement essayent de démêler le vrai du faux pour reconstituer un petit peu toutes les pièces du puzzle de ce qui s'est passé dans le passé finalement. Le petit point aussi qui ne m'a pas forcément gênée mais que je tiens à vous dire parce que dans un thriller parfois c'est ce qu'on attend et là c'est ce qu'on n'a pas, c'est que je n'ai pas ressenti de grandes révélations, c'est-à-dire que tout s'assemblait au fur et à mesure, mais il n'y a pas eu cette pièce qui manque et du coup on comprend pas et dès que la pièce arrive tout comprend, enfin voilà c'est la révélation. Là non, c'est-à-dire que tout s'assemble et on comprend et on sait où on va arriver. On y arrive, mais en même temps c'est très très bien ficelé, c'est-à-dire qu'on perd jamais de vue le fil conducteur de l'histoire et moi j'ai bien aimé. Le changement de famille, de temporalité se fait très bien et on voit justement ce côté malsain du point de vue des personnages, d'un point de vue extérieur et après d'un point de vue interne. Et justement on comprend pourquoi ils en sont venus à penser comme ça. C'est pas qu'on le cautionne, mais on arrive à le comprendre. Si vous voulez quand même du suspense, du questionnement, des choses qui se recroisent, des pièces de puzzle qui s'assemblent, je peux vous conseiller de le lire. Moi c'est vrai que Lisa J. Wells c'est le premier que je lis d'elle. Est-ce que c'est le dernier? Je ne sais pas. C'est-à-dire que si je retombe sur un de ses livres où le résumé m'intéresse, pourquoi pas. Après j'irai pas forcément vers cette autrice là parce que il y a tellement d'autres livres que je veux avant. Je laisse plus guider par les résumés pour le coup pour les thrillers. Et en tout cas ce fut une bonne lecture que je peux que vous recommander si jamais la thématique vous intéresse. Ensuite un livre que ma sœur m'avait prêté il y a un petit moment de cela et que maintenant j'ai enfin pu découvrir. Il s'agit de Lait et miel de Rupicor. C'est publié aux éditions Pocket et alors là on est tout simplement sur un recueil de poèmes, un petit recueil avec 4 grands thèmes différents. Souffrir, aimer, rompre et guérir, ce sont les 4 grands thèmes que l'on retrouve. Je sais pas si vous voyez mais en fait il y a les rainures noires. C'est vraiment les 4 grands thèmes qui vont regrouper les poèmes sur ces thématiques-là. Il faut savoir qu'il y a des poèmes qui sont crus, assez durs, avec des thématiques qui se regroupent toujours au travers du père, au travers de la violence sexuelle. Il y a également d'autres thèmes qui traitent de l'amour, mais également surtout de l'amour de soi, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Mais il faut savoir qu'on a quand même des thématiques qui reviennent. Après je pense que c'est des poèmes assez autobiographiques quand même. Donc on voit un petit peu le cheminement de l'auteur. C'est écrit, je pense que c'est la chronique d'un journal ou je ne sais pas. C'est écrit: Lait et miel est un recueil poétique que toutes les femmes devraient avoir sur leur table de nuit ou la table basse de leur salon, accompagné de ses propres dessins, de ses poèmes,
d'une honnêteté et d'une authenticité rares, se lisent comme les expériences collectives et quotidiennes d'une femme du 21e siècle. Pas totalement d'accord avec ça, parce que si on vit tous et toutes tout ce qu'il y a là-dedans, c'est quand même assez triste. Hein. Je dis pas que ça ne touche personne, mais de là à dire que c'est collectif, quotidienne, bon, voilà. Mais bon, bref. En tout cas, tout ça pour dire qu'on a des poèmes qui sont plus ou moins joyeux, plus ou moins longs, c'est-à-dire que parfois on en a qui vont faire, vous voyez, 4 phrases, 2, voire 2, 3, 4 phrases, et d'autres qui vont faire parfois beaucoup plus, toute une page. Alors là, vous voyez, on en a un qui est un petit peu plus long ici. C'est toujours accompagné d'illustrations, enfin pour la plupart du temps, mais vraiment des illustrations, comment dire, c'était la mode pendant un moment, vous savez, le tracé en un seul trait. Ça montre un peu la simplicité des mots, mais comme quoi c'est quand même assez impactant. C'est une bonne découverte que je vous conseille de faire si jamais, encore une fois, ces poèmes-là peuvent vous intéresser, ou si vous recherchez un petit recueil de poèmes à différentes thématiques. C'est vrai que je l'ai lu. Il y en a certains qui ont retenu mon attention, d'autres qui m'ont pas spécialement parlé. Je pense qu'après ça, c'est comme tous les poèmes. En tout cas, j'ai pu le découvrir, donc je suis plutôt contente. Après, est-ce que si j'avais su le contenu, je l'aurais acheté neuf? Je ne pense pas. Mais étant donné que dans tous les cas, je voulais l'acheter d'occasion et puis qu'en fait, ma sœur l'a acheté et donc elle me l'a prêté, bon, la question se posait pas. Ensuite, nous continuons avec un tome 2. Je vais vous montrer le tome 1 parce que je l'ai en version papier, mais j'ai pu écouter le tome 1 et le tome 2 dans leur version audio et le narrateur est juste excellent dans son travail, donc je continuerai la saga en audio. Il s'agit de Dungeon Crawler Carl, c'est écrit par Matt Diniman et alors là c'est publié aux éditions Lorestone. Donc le tome 1, je vous en avais parlé, ça a été un gros coup de cœur, le tome 2 est également excellent. Alors comment vous dire, c'est écrit: bienvenue chers crawlers, bienvenue dans le donjon, survivre est une option, offrir un show d'enfer aux spectateurs une nécessité. Il l'appelle Dungeon Crawler World, mais pour Carl c'est tout sauf un jeu. Si vous aimez les quêtes, les enquêtes, les jeux de rôle, les jeux de société, les jeux d'intrigue, les escape games, les quêtes, des boss à passer, des capacités à débloquer, si vous aimez tout ça, ce livre est fait pour vous. Déjà, c'est d'un humour pinçant qui est absolument génial. Donc là, encore une fois, je vous montre le tome 1, mais je vous parle du tome 2. Sans vous spoiler, ne vous inquiétez pas. J'ai pas non plus grand chose de plus à vous en dire qui complète, enfin ça va être plus compléter le tome 1 parce qu'en fait on est sur une suite de sagas. En tout cas ici on y suit Carl qui est dans le niveau 1 et le niveau 2. Et donc forcément, dans le tome 2, on les suit passant au niveau 3 et au niveau 4. Donc on y suit Carl et Princesse Donuts. Princesse Donuts qui est le chat de son ex-compagne. Il y a quand même énormément d'humour. C'est plein d'humour, c'est plein de créatures. C'est un roman qui sort de tout ce qu'on peut lire. En plus, on a vraiment ce truc du menu principal où on peut ouvrir des coffres platine, des coffres d'or, des coffres de bronze, des coffres de familiers. Enfin, vraiment, si tout cet univers-là vous parle ou vous intéresse, mais franchement foncez parce que c'est une saga qui est pour moi exceptionnelle. Si vous avez la possibilité de l'écouter en audio, faites-le parce que le narrateur, il est absolument génial, il est très très talentueux. Et c'est aussi pour ça que je souligne que je veux continuer la saga dans sa version audio, c'est parce que le narrateur, mais il est génial, il a une intonation qui nous plonge vraiment avec chacun des personnages, les boss, enfin franchement, et même la voix, c'est, je sais pas comment vous dire, mais c'est d'une ironie et en même temps parfois c'est, enfin, on imagine tout. C'est-à-dire qu'on imagine, on a le narrateur qui nous conte l'histoire. On a toute l'histoire, on a tous les décors, on a tous les scénarios, on a tout ce qui se passe. On voit vraiment les boss et tout, et les explosions, ce qui crée, etc. Enfin, pour moi, cette saga est exceptionnelle. Vraiment, c'est une saga qui sort tellement de l'ordinaire de tout ce qu'on peut voir que je ne peux que vous la conseiller. Pour le prochain livre que je vais vous parler, pour moi, s'il y a bien une phrase qui va le décrire, c'est un livre après l'autre. Tout peut changer. Et je vous parle bien évidemment du livre La librairie des rêves ensevelis. C'est écrit par Madeleine Martin et c'est publié aux éditions J'ai lu. Et ici c'est tout simplement au cœur de la guerre, leur seul espoir vient des livres. On est donc juste avant, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, où l'on y suit deux jeunes femmes, Grace et je ne me souviens plus de la deuxième, je crois qu'elle n'est pas écrite dans le résumé, mais en tout cas on fait beaucoup allusion à elle, mais on suit vraiment l'histoire du point de vue de Grace qui rêve de la vie chic de Londres, de ses boutiques, de luxe, etc. Où en fait, quand elle arrive à Londres, c'est un petit peu la désillusion parce que pour travailler dans une de ces grandes boutiques luxueuses, elle doit avoir une lettre de recommandation. Donc en attendant, elle doit travailler ailleurs et elle ne trouve rien d'autre qu'une vieille librairie encombrée, poussiéreuse à souhait et où en plus de ça, elle n'aime pas lire. Autant vous dire que pour nous, lecteurs, quand on entend parler de ça, on se dit mais
c'est le rêve, mais pour elle, croyez-moi que ce n'est pas le rêve du tout. Et en fait, c'est un livre qui est magnifique parce que moi, ce que j'aime énormément, bon bah déjà on a le côté historique de la guerre et alors ça, j'adore. Enfin, c'est bizarre de dire ça, mais je trouve ça tellement, ça s'ancre dans un événement réel, historique, et en même temps ça montre qu'au travers de toute cette dureté de cette époque, on y trouve toujours une étincelle de vie et de lumière, et que tant qu'on se lève tous les matins, c'est qu'on a une chance énorme, et que tant qu'on peut se coucher tous les soirs, pareil, on a une chance énorme, et on s'en rend pas forcément compte dans notre quotidien de tous les jours, mais il faudrait. Et on y suit vraiment un quotidien banal avec Grace qui au début se dit je vais trier les livres peut-être par genre ou par auteur, ou je vais dépoussiérer un petit peu, je vais essayer de m'occuper, etc. Et en fait, petit à petit, vous vous doutez bien qu'elle prend goût à tout ça et qu'elle commence à apprécier la littérature. Et surtout, c'est magnifique parce que ça nous montre bien que la littérature peut sauver, dans le sens où Grace se met à faire des lectures à voix haute et des gens qui ont perdu leurs enfants, ont perdu leur mari, ou tout simplement devaient se trouver ailleurs à ce même endroit, un endroit qui justement vient de se faire bombarder, où Grace leur a sauvé la vie sans vraiment le savoir, eh bien ils viennent écouter cette lecture à voix haute et ça les embarque le temps de quelques phrases dans un endroit imaginaire rempli de joie ou même juste rempli d'un autre quotidien, d'une autre réalité que celle qu'ils vivent au quotidien qui est juste affreuse. Et c'est très beau de voir justement que chacun a eu sa place dans la guerre, que ce soit les femmes, les enfants, les hommes, etc. Et à quel point, toujours un espoir, à quel point ils ont dépassé, mais avec un courage immense, la guerre, tout en pensant qu'ils n'avaient aucun courage, en se disant moi j'ai rien fait, etc. Mais rien que le fait de survivre à ça, c'est d'avoir un courage énorme, d'accompagner des gens qui viennent d'avoir leur maison bombardée pour tout simplement enlever ce qui reste des décombres, les aider à se relever, etc. C'est un livre qui pour moi me fait énormément écho à un autre roman, c'est Bien aimé de Aurélie Tramier. Je vous en reparlerai toujours de ce livre, mais il m'avait touché au plus haut point parce que même si on n'y parle pas de littérature, on y parle de musique et on a cette temporalité, là-bas, dans l'autre livre, cette double temporalité que ici on n'a pas. Mais de voir qu'au travers de la guerre qui est étouffante, qui est suffocante, on a toujours de l'espoir et de voir à quel point des gens réussissent à amener de la vie là où on pense qu'il n'y en a plus. Et c'était un livre qui était absolument magnifique et je ne peux que vous recommander parce que je l'ai adoré, c'est un coup de cœur. Et moi je l'ai découvert en version audio, c'était vraiment sympa, mais je pense qu'en version papier il aurait été tout autant appréciable. Maintenant nous allons terminer avec donc les deux derniers livres que je vais vous présenter en même temps parce qu'il s'agit d'un tome 1 et d'un tome 2, The Nice House on the Lake. C'est écrit et dessiné par James Tynion IV et Alvaro Martinez Bueno et c'est publié aux éditions Urban dans la catégorie DC Black Label. Voilà les deux tomes. Alors si vous me connaissez un peu, vous vous direz pourquoi elle lit ça. C'est pas du tout son genre. Ici, pour tout résumer, c'est « Et toi, tu l'imagines comment? La fin du monde ». On a des pages comme ça, des pages de mails, de messages, pas mal de planches comme ça, surtout des planches comme ça avec différents tons, différents coloris, mais toujours des planches avec des tons qui vont ensemble, assez, je dirais pas ternes, jaune avec du vert, du rose avec du violet, donc ils se répondent, par exemple, si je vous montre ça, voilà. Et effectivement, ce n'est pas du tout le genre d'illustration que j'affectionne, mais alors pas du tout. J'ai beaucoup aimé le côté fin du monde, c'est-à-dire quand on met les gens face à leurs limites, de voir quand même que l'humain est assez impressionnant, de se dire en cas de survie, comment est-ce qu'il réagirait, de se dire quand même on est assez fou parce que en fait ça montre très bien la réalité, c'est-à-dire que on voit qu'on se blesse et que ça guérit, bah on va se dire bah je guéris, bah attends je vais me le refaire. Bah si je fais ça, ça veut dire que je peux aller plus loin, vas-y je vais me couper le bras, est-ce que ça repousse? Ah bah j'ai pas mal, puis je peux continuer. Et d'aller toujours plus loin dans cette démence, finalement, dans ce truc de je vais me faire mal parce que ça me fait pas mal. Et de voir justement les limites toujours plus repoussées, toujours plus testées, jusqu'au point où ça peut être trop tard, et où là, ça explose parce que les gens se mettent à paniquer, à se dire en fait on est... il y a quand même une limite et du coup jusqu'où on va pouvoir tenir. Très intéressant et réaliste, même, comment dire, il y a même une part de mystère, voire de fantaisie dedans que j'ai bien aimé. Mais là où en fait je suis mitigée et je ne lirai pas la suite, c'est qu'en fait déjà les illustrations, ça n'a pas du tout été mon fort. Heureusement que l'histoire m'a intéressée parce que il y avait vraiment que ça qui me tenait, c'est-à-dire que les illustrations c'est... Non, vraiment, j'accroche pas du tout. Et après, ce qui a fini un peu par m'achever, c'est que j'ai trouvé des passages assez longs, assez redondants. Et même où parfois je me dis, mais j'ai l'impression que ça avance pas. Et j'avais même l'impression d'avoir des phrases qui se répétaient. Et après, du coup, je pense que j'ai un peu décroché et j'ai
un petit peu mélanger les personnages, enfin bon bref, je pense qu'à la fin, entre les illustrations qui faisaient que je n'accrochais pas et le fait que ce soit un peu long, j'avais juste envie de terminer les 2 tomes. Et du coup à la fin je crois qu'il y a certains personnages que j'ai un peu confondus, je comprenais pas tout. Mais dans l'ensemble j'ai trouvé ça intéressant mais un peu longué, et du fait que les illustrations ne m'ont pas du tout parlé, je pense que c'est ce qui a fait aussi que je n'ai pas accroché à cette histoire, et après c'est assez dommage, mais je suis pas non plus déçue d'avoir découvert cette histoire parce qu'elle était quand même assez intéressante, mais je ne continuerai pas la saga. Donc voilà pour ce qui est de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que certains de ces livres auront pu vous intéresser. Il y a quand même des très bonnes lectures dans l'ensemble. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez passé un agréable moment. N'hésitez pas à me faire un retour sur des livres que vous aurez déjà lus, qui sont dans votre wishlist, votre pile à lire ou qui vous intéressent ou pas. Enfin, n'hésitez vraiment pas à m'en faire un petit retour en commentaire, je suis toujours très contente de vous lire et de vous répondre. En tout cas, j'espère que vous aurez passé un agréable moment, et moi, comme toujours, je vous dis à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo. Salut!